Merci, mesdames. Donc là, nous allons attaquer la première table ronde avec quatre témoignages. Et l'objectif, c'est vraiment à travers des témoignages réels de la vraie vie, de voir comment le diabète peut impacter la vie d'une personne, comment ça va venir impacter sa vie. On va plutôt se concentrer sur l'aspect professionnel, mais comment le diabète vient impacter la vie de la personne, et puis ensuite comment l'employeur va pouvoir, peut en tout cas adapter les conditions de travail et faire en sorte que la personne puisse continuer de travailler et puisse continuer d'apporter son service à la collectivité, plutôt que de subir les conséquences d'une maladie qui pourrait être incompatible avec un métier, et tout ça, ça pourrait se traduire essentiellement par des arrêts maladie, en fin de compte. Donc nous avons autour de la table, je le disais tout à l'heure, Madame Valdivia Irène, qui est agent des affaires foncières. Nous avons Madame Pierre-Nicolas Catherine, qui est responsable du service patrimoine financier. Nous avons Madame Avria Nadiège, qui est référente handicap de la ville du Robert. Et puis Madame Cabrisseau, qui est DRH, directrice des ressources humaines. Donc là, on va avoir un témoignage qui va être des témoignages qui vont être riches, qui vont permettre d'apporter un éclairage sur ce qui se passe au niveau de l'agent, de l'encadrement, de la coordination des acteurs via le référent handicap, et puis également la vision plus politique, stratégique de comment l'employeur voit la prise en compte des problématiques de santé de ses agents dans le quotidien, dans l'organisation. Et puis Nadine Montbrun, que tout le monde connaît, et qui est directrice régionale du FIPHFP en Antilles-Guyane. Madame Valdivia, c'est vous qui êtes concernée par la maladie. Comment la maladie est apparue et comment elle est venue impacter votre vie et notamment à l'emploi au niveau du travail? Voilà. Alors, Valdivia Irène, à la collectivité La Mairie du Robert. Je suis en poste depuis 1996 jusqu'à ce jour. Donc, j'ai eu un diabète gestationnel en 98 et je pensais que tout était fini puisque j'ai eu des soins. Et ce n'est qu'en 2014, je suis partie dans une croisière dans la Caraïbe. Et mon 3e jour, j'ai eu un accident cardiovasculaire. Donc, il m'a fallu faire rapatriement sanitaire, faire les premiers soins sur Saint-Martin, rentrer en Martinique pour être hospitalisé au CHUM pendant 5 jours. 5 jours, donc batterie d'examen, et qui a révélé un diabète. Donc, à la suite de cela, j'ai été accompagnée par mon médecin, un diabétologue, mon médecin traitant. Et j'avais du mal à rentrer dans ce protocole parce que moi, je me disais, c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Je vois avec le diabète, tout ce que j'entends autour de moi, c'était difficile à accepter. J'étais dans le déni total. Et il me fallait faire face à cette maladie. Donc, j'étais en traitement, chose qui était très difficile pour moi déjà, puisque c'est tout nouveau. En fait, je l'ai eu gestationnel, mais là, je me trouve, mon âge à 33 ans, un peu plus, faire face à cette maladie, qui était difficile pour moi d'accepter. Donc, j'ai eu des arrêts à répétition. Je ne pouvais plus travailler, fatigue, des coups de pompe. Et j'ai fait le repli sur moi-même. Et j'avais du mal à en parler autour de moi. Et c'est à la suite de cela... ma collègue, Madame Avrila, elle m'en a parlé parce que j'avais des arrêts de manière répétitive.
Et vu la conjoncture actuelle, je ne pouvais pas tomber en demi-solde. Donc j'ai dû épuiser mon stock de congés, mon congé annuel. Et à un moment donné, je me suis dit non, ça suffit. Quand elle m'a parlé, j'ai avoué effectivement, elle m'a ouvert la porte. De toute façon, je me suis engouffrée, je me suis dit tiens, là maintenant, il faut que je m'occupe de mon état de santé professionnel. Il faut mettre les choses en place. Et c'est là, elle a pris le relais et tout s'est mis en place. Voilà. Donc dans un premier temps, il y a eu de la résistance. Oui, il y a eu beaucoup de résistance et voilà, c'était difficile pour moi d'en parler et c'était déjà difficile pour moi d'accepter la maladie. D'accord. C'était difficile parce que j'entendais parler autour de moi avec les restrictions. Je me dis oh, je ne pourrais pas manger ça, je ne pourrais pas faire ça. C'était le dîner. Donc voilà. D'accord. Et quelles sont les solutions qui ont été trouvées? Parce qu'aujourd'hui, quelle est votre situation? Alors, Robert. Aujourd'hui, j'ai dû finir par rentrer dans un protocole de soins et une surveillance tous les 3 mois. Et par la suite, ça s'est pallié par l'hygiène alimentaire en activité sportive, que je suis déjà sportive à l'origine. Donc, je me suis lancée et je dégustais du sport tous les jours, le matin, en raison de 2 heures, de 5 heures du matin jusqu'à 7 heures, et ensuite je filais au travail. Donc ma journée se passait comme ça, une journée au travail, et j'ai pu stabiliser ce diabète par ce bien. D'accord. Et aujourd'hui, sur votre poste de travail, à l'époque, qu'est-ce que vous aviez comme travail? Sur quel poste vous étiez positionné? Alors toujours, à l'époque, quand ça a commencé, j'étais archiviste. D'accord. Et quelles difficultés vous avez pu rencontrer dans vos fonctions? Dans vos fonctions, dans les tâches que vous aviez? Il n'est pas alors, oui, dans les tâches, j'étais épuisée, fatiguée, après le repas des coups de pompe et la fatigue, puisque je faisais du sport. Pour moi, il était hors de question de rester dans le déni et dans le diabète et tout ça. Donc du coup, je me suis dit non, il faut que je m'en sorte. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et sur ce premier poste d'archiviste, quelles étaient les difficultés que vous pouviez rencontrer dans vos fonctions avec votre maladie? Non, pas du tout, parce que c'est à la suite de ça qu'elle était au courant. Donc, au niveau des soins, j'avais des soins kinés pour d'autres pathologies, mais également soins bien-être. D'accord. Donc, manager, elle n'est pas réfractaire, donc elle me donnait l'opportunité pour faire mes soins. Donc, il y avait un aménagement des horaires, temps de repos, après le repas et tout ça, il été pris en compte. D'accord. Donc, avec ces aménagements de poste, c'est plutôt des aménagements organisationnels, en fait. Oui. Hein? Et à côté, vous avez pris les choses en main, hein, avec une meilleure diététique, avec une activité sportive. Vous avez réussi à équilibrer les deux, à stabiliser votre diabète. À côté, vous aviez un employeur qui vous a qui est adapté pour vous accompagner dans ce travail-là. Et aujourd'hui, quelle est votre situation? Est-ce que vous considérez que vous êtes dans une condition stabilisée et que vous arrivez à travailler normalement? Normalement, je travaille normalement, oui. Je continue, hygiène alimentaire, sportive, et je travaille professionnellement sans aucun souci. Voilà. Quand il y a des temps de repos, des temps de pause, tout est respecté, donc ça va. Tout le monde contribue. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sujette à plus d'arrêts maladie que par le passé avant d'être malade? Alors, autrefois, c'était de manière répétitive, des arrêts perlés, mais là, non, c'est juste mes congés. D'accord. Ouais. Et si vous n'aviez pas fait tout ça, imaginons que vous n'ayez pas pris les choses en main, que l'employeur n'ait pas mis les situations d'adaptation, à votre avis, aujourd'hui, on en serait où? La cata. La catastrophe, oui. Donc avec des arrêts maladie à répétition, avec une situation de santé dégradée. Puis on a eu quand même quelques exemples tout à l'heure donnés par le docteur Lin de ce qui pouvait arriver. Donc effectivement, on imagine que ça aurait pu être compliqué. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc vous avez parlé de Nadège Avrilia, qui est la référente handicap
Alors, vous lui avez avoué, oui, donc on se demande un tout petit à peu fait, comment Nadiège accompagne ses agents. Nadiège, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle de référent handicap et comment vous arrivez comment vous accompagnez les agents et comment vous arrivez à faire en sorte de créer cette... il s'est posé la question de la confiance à un moment donné, je pense, hein, pour aborder le sujet. Alors, la matière première, ce sont les restrictions. Quand je reçois les fiches d'aptitude des agents avec les restrictions, en lien avec le médecin du travail, mais également les signaux d'alerte dont elle a fait référence, c'est-à-dire les absences répétées. Et il s'agit de toujours maintenir le lien avec les agents qui sont en arrêt. Non pas qu'ils aient le sentiment de flicage, hein, qu'on les appelle pour savoir, ou bien qu'on les incite à reprendre, c'est pas ça du tout. C'est simplement pour déjà les rassurer. Certains sont en maladie, sont en congé de longue maladie et assortis d'une inaptitude. Donc il y a l'inquiétude de la maladie, mais il y a surtout l'inquiétude du retour à l'emploi. Et donc c'est cet échange permanent, cette relation de confiance notamment avec les managers pour leur permettre, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, à minima, sans trop donner d'informations stigmatisantes pour l'agent. Là, pour le coup, nous sommes sur un handicap invisible. Et sachez qu'en fait, pour ce Tour de France du handicap, c'est à cette occasion-là que le manager a su que Madame Valdivia est atteinte d'un diabète. Donc, jusqu'à présent, vous montrez, voilà. Jusqu'à présent, le diabète n'avait pas été nommé. Non. Voilà. D'accord. Non. C'était juste les besoins d'adaptation, les besoins de compensation qui avaient été abordés. D'accord. Et je veux aussi insister sur l'échange permanent qu'on doit avoir avec l'agent, puisque l'alerte, indépendamment des accidents, des arrêts, perlés, quand dans l'échange que j'ai eu avec elle, elle m'a indiqué que parce qu'elle ne voulait pas tomber en demi-traitement, qu'elle a posé des congés. Et les congés annuels ne sont pas faits pour ça. Voilà. Et donc, j'ai dû lui expliquer toute la démarche vers la RQTH et le bénéfice qu'elle pourrait en tirer sur le plan professionnel, mais à titre privé également, puisque ça dépasse le cadre professionnel quand on a une RQTH. Et c'est surtout pour la rassurer, parce qu'elle voyait qu'elle était un petit peu diminuée, qu'elle avait du mal. Et là où ça a été facile pour l'accompagner, c'est parce qu'elle a un manager bienveillant qui est ouverte, qui est à l'écoute et qui favorise vraiment cette passerelle pour la maintenir à son poste, tout simplement, pour lui permettre de continuer à travailler. Voilà. D'accord. On reviendra certainement sur vos interventions, mais on vient de voir, vous accompagnez les agents. Vous êtes au contact des encadrants, je pense, pour échanger des possibilités d'adapter les conditions de travail, notamment organisationnelles. Hein. Vous êtes en lien avec le médecin du travail, vous avez parlé effectivement des restrictions qui peuvent... Et certains médecins traitants également. Voilà, je suis en lien avec certains médecins traitants. Quels sont également en quelques mots, les missions du référent handicap à la ville du Robert pour arriver à faire en sorte que tout le monde ait le réflexe d'intégrer les contraintes de santé dans l'activité. Comment dressez-nous? Alors ça passe par quand même des actions de sensibilisation. Oui. Nous avons eu à mener une action de sensibilisation sur tout type de handicap l'année dernière, en novembre. Et donc nous avons ciblé, c'est vrai, les managers sur cette action. Parce qu'on voulait aussi qu'ils comprennent en interne comment ça se passe, identifier les personnes ressources,
Et depuis, même au niveau de la direction des ressources humaines, il y a eu des pôles respectifs qui ont été créés, notamment le pôle santé, qui permet à chacun de savoir où s'orienter. Donc, quand l'information circule, la communication circule, eh bien, chacun est interpellé. Et je vous avouerai que aussi, ce sont des agents qui ont eu l'occasion de se rapprocher de moi pour qu'ils puissent se faire accompagner, qui aujourd'hui en parlent autour d'eux. Donc, aujourd'hui, je pense qu'au sein de la collectivité, tout le monde sait qu'il y a un référent handicap et qui peut les accompagner, pas simplement sur le champ du handicap, aussi on accompagne les agents sur toute la partie soutien psychologique, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal des fois face à un deuil, et ça peut déclencher des pathologies si on les laisse un petit peu dans cet état. Et on accompagne aussi les agents sur ce champ-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors on va échanger, on est dans une table ronde. Hein. Alors on nous a parlé d'un manager qui était particulièrement attentif, bienveillant. Donc Madame Pierre-Nicolas, on parlait de vous, hein, pour le coup. Voilà, donc... J'avais pas conscience de ça, pour tout dire. Je crois que c'est un peu naturel, mais enfin, si j'ai été perçue de cette façon, tant mieux. Tant mieux. Voilà. Alors, les managers, quand même, on porte beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses sur le dos. Hein. Ils doivent faire en sorte que le service fonctionne. Ils doivent faire en sorte que les différentes obligations de l'employeur soient respectées dans le cadre de l'activité, que la qualité du service rendu soit les questions de sécurité, etc. Est-ce que vous demandez, en plus de prendre en compte les problématiques de santé des agents dans l'équipe, est-ce que ça ne devient pas une charge insupportable? Alors, je n'emploierai pas ce terme insupportable. On va dire que le rôle du manager, hein, c'est aussi d'être à l'écoute de ses collaborateurs, ses collaboratrices. C'est pas seulement de donner des instructions, bon, il y a ça à faire, c'est urgent, c'est bon demain, dépêche-toi, etc. Donc, il y a quand même cette attention à porter à chaque collaborateur, chaque collaboratrice. Et c'est vrai que le matin, je pense que c'est pareil aussi pour toi, la première chose, c'est d'ouvrir donc sa porte, déposer son sac et faire la tournée et saluer tout le monde. Et demander à chacun, à chacune comment ça va, le week-end s'est bien passé, voilà, et ta sortie, ça s'est bien passé à la mer, etc. Et ça nous permet déjà de voir, bon, est-ce que un tel semble un peu fatigué ce matin, il n'a pas l'air d'être dans son assiette. Bon, donc on va insister un peu plus avec le collaborateur, la collaboratrice, pour dire, on dirait que tu n'es pas très en forme aujourd'hui, etc. Et oui, donc je dirais que c'est notre rôle, c'est notre mission aussi, d'être à l'écoute. La porte est toujours ouverte, hein, et certaines, effectivement, sont déjà venus se confier et se confient. Et d'autres collaborateurs viennent parfois me dire mais tu sais, Mme Pierre-Nicolas, un tel n'est pas bien parce qu'il a tel problème, il a telle pathologie, il ne veut pas en parler, etc. Et là, on a l'alerte. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas spontanément vers le manager, directeur responsable, pour dire vous savez, j'ai tel problème, etc. Donc voilà. Donc après, j'avais pas l'impression d'être perçue comme ça. Je pense que c'est vraiment notre rôle en tant que manager d'avoir cette oreille attentive et d'être très à l'écoute. Et aussi, quand on a un collaborateur, une collaboratrice, parce que ça arrive parfois, qui a envie de parler et même de ses soucis, hors du cadre professionnel, il faut... Alors, c'est peut-être difficile parce qu'on se dit, oula, j'ai un dossier urgent, j'ai un rapport à remettre, mais je crois que c'est important, très important, de laisser ça un peu de côté et d'accorder du temps pour écouter, et avoir cette écoute active, en fait. Voilà.
Alors ça, c'est l'humain, là. Là, c'est la fibre humaine, on fait attention à l'autre et on fait en sorte, effectivement. Si on prend un regard un peu plus de gestionnaire, de responsable de service qui a quand même pour objectif que son équipe fonctionne dans les meilleures conditions, la meilleure ambiance possible, certes, mais avec quand même l'atteinte de certains objectifs. Est-ce que la prise en compte des problématiques de santé des agents avec la mise en place d'adaptation, ce qui peut paraître lourd dans un premier temps, en tout cas il y a un effort à faire, hein, plus ou moins lourd, hein, sans forcément l'exagérer. Est-ce que, entre guillemets, c'est, je vais dire un gros mot, hein, mais est-ce que c'est rentable quelque part? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, cet effort qui est fait pour adapter les conditions de travail de l'agent, est-ce qu'au final, dans le fonctionnement du service, sur le long terme, on ne va pas s'y retrouver parce que l'agent sera mieux, il sera certainement mieux, il travaillera mieux, il y aura moins d'absence dans l'équipe, il y aura peut-être une meilleure ambiance. Enfin, est-ce que quelque part, cet effort-là, ce qui est un effort à un moment donné, est-ce qu'on ne s'y retrouve pas dans la durée? Eh ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Prendre le temps au départ, d'écouter, de se poser, de réfléchir, et puis pas seul, parce qu'on n'est pas seul. Les managers ne sont pas seuls. En tout cas, au Robert, on est vraiment accompagnés. On a une DRH qui nous accompagne, le référent handicap qui est toujours disponible, qui a un numéro de portable, on l'a tous, on l'appelle au secours, j'ai un souci, qui vient à la rescousse et qui nous propose des solutions. Et vraiment, on n'est pas seul. En tant que manager, vraiment, nous sommes accompagnés. Et oui, au départ, il faut faire l'effort de réfléchir à l'aménagement du poste, à l'adaptation, ça prend du temps, mince, je vais perdre du temps. Et au final, on se rend compte, eh ben là, par exemple, j'ai un exemple tout frais, un collaborateur, une collaboratrice qui est super contente parce qu'on vient de lui livrer de nouveau mobilier, un nouveau plus adapté, etc., et un sourire aux lèvres, et vraiment, voilà, après, chacun se sent mieux. Et quand on se sent bien, eh ben, on est plus efficace dans le travail. Et les objectifs sont atteints, donc plus rapidement. Et voilà, ça on le constate. On le constate. D'accord. Très bien, merci. Donc, Madame Cabrisseau, vous êtes DRH de la ville du Robert, et on vient de voir que les agents sont en confiance, en tout cas. Les conditions sont réunies pour qu'ils puissent aborder. Alors, c'est peut-être pas simple, ça se fait peut-être pas tout de suite, hein, parce que humainement, il faut toujours un peu de temps, ne serait-ce que pour l'accepter pour soi-même. Hein, ça. Mais on voit que les agents ont un environnement dans lequel ils se sentent en confiance. Il y a un accompagnement qui est qualitatif, qui est fait par la référente handicap. Vous avez des managers qui ont compris l'intérêt d'adapter les postes aux contraintes de santé. Quelque part, on peut dire que vous avez une culture handicap, une culture santé au travail dans la structure. J'imagine que ça ne s'est pas fait tout seul. J'imagine que vous avez une vision de tout ça, et j'aimerais que vous nous partagiez votre vision de la santé au travail, entre la prévention, entre la politique handicap, et comment ça s'est mis en place, et votre vision, tout simplement. Donc, en fait, on part d'une volonté politique déjà, hein, puisque nous sommes collectivité territoriale, une politique sociale très forte, centrée beaucoup sur l'insertion des personnes, la formation, le bien-être, et qui nous permet aujourd'hui, au niveau des services administratifs, de développer cette culture. C'est-à-dire que les moyens nous sont donnés pour pouvoir accompagner les agents et faire en sorte, et hier encore, le maire le disait à la fête du personnel dans son discours, il est important que chacun sorte de la collectivité en bon état. Bon, c'était ces mots, hein. Mais l'idée, c'était de ne pas être altéré pendant sa carrière, ou en tout cas le moins possible. Donc il l'a annoncé encore hier, et c'est vraiment ça. Donc la culture de la bonne santé au travail en lien avec la prévention, forcément,
prévention des risques professionnels, c'est quelque chose d'installé. Alors, quand je parle de moyens qui ont été donnés au service administratif, effectivement, la désignation depuis 2016 d'un référent handicap à temps plein. À temps plein. À temps plein. À temps plein, messieurs, dames. À temps plein. Voilà. Je le dis parce qu'en fait, c'est quasiment l'exception qui confirme la règle. Il faut donner du temps. Et on voit où vous en êtes. On voit où vous en êtes aujourd'hui. Il faut donner du temps, vraiment. Et là aussi, je crois que c'est la directrice du FIP qui le disait dans son discours. Professionnaliser ce métier de référent handicap. C'est-à-dire qu'on trouve souvent dans des collectivités des collègues qui font autre chose et on leur rajoute une casquette de référent handicap. Aujourd'hui, Madame Avrila, qui est notre référent handicap depuis 2016, on l'a accompagnée dans la préparation, en tout cas on l'a accompagnée, on lui a montré qu'on était à ses côtés pour la préparation du diplôme universitaire de référent handicap. D'accord ? Donc aujourd'hui, elle est professionnelle sur ce champ. Il y a des moyens humains sur les actions, des moyens financiers qui sont déployés. Donc il y a toute une volonté. Il y a aussi de la communication à mettre en place qui est importante. Faire en sorte que tout le monde soit au courant. Donc en fait, les membres de la F3SCT font un travail, les organisations syndicales font ce travail de communication. Et aujourd'hui, tout ce travail est porteur parce qu'effectivement, nous contribuons peut-être à faire monter un petit peu le taux de 6%, j'ai entendu au début de BOE dans la fonction publique territoriale. Ce travail nous a permis aujourd'hui de ne pas abonder les caisses du FIP, hein, parce que nous ne sommes pas taxables, désolé pour le FIP. Ils vont taxer d'autres personnes, d'autres institutions. Mais aujourd'hui, ça permet de ne pas être taxé, d'avoir des agents qui sont maintenus dans leurs emplois, donc avec très peu de licenciements pour inaptitude. Enfin, nous n'en avons pas de licenciements pour inaptitude. Je crois que sur les 15 dernières années, nous en avons eu un contractuel. Mais de permettre aux agents avec des pathologies de santé de rester en poste. Alors on parlait c'est la diététicienne qui parlait de la pause pour manger. Chez nous, c'est accordé. J'ai envie de dire, ça n'a même pas besoin d'être demandé. C'est quelque chose qui est annoncé à son responsable de service, qui est accordé. Et il y a un coin repas. Madame Valdivia, dans le bâtiment où elle travaille, il y a un espace repas. Et Madame Pierre-Nicolas, par exemple, c'est une manageuse qui permet à certains agents d'aller à leur domicile manger et de revenir, pour ceux qui habitent à proximité. Nous accordons des autorisations d'absence pour aller chez l'infirmière. Nous accompagnons des agents à leur rendez-vous. Quand je dis nous accompagnons, il y a un agent de la ville, un chauffeur de la ville qui accompagne les agents chez leur psychologue sur le temps de travail. Donc voilà, c'est une série d'actions et de postures en fait que nous adoptons pour faciliter la vie des agents, parce que quelque part, je me dis qu'on était tous contents, hein, tant l'institution que les managers, d'en profiter quand ils étaient en bonne santé, et c'est pas parce que maintenant ils sont un petit peu souffrants, malades, en difficulté, qu'il faut les abandonner. Voilà. Très bien, merci. Alors, quand vous dites les chauffeurs qui accompagnent chez le chauffeur qui accompagne les agents pour des soins, j'imagine que c'est l'exception. Mais par exemple, sur le handicap psychique, on sait que c'est très compliqué d'amener des agents à en parler, à se prendre en charge et aller vers du traitement, etc. Donc effectivement, ça peut être tout à fait des mesures qui permettent de soutenir l'agent et d'engager des démarches. Alors c'est vrai que sur le handicap psychique, c'est vrai qu'on est sur la thématique du handicap invisible. Sur le psychique, on a beaucoup plus de mal. Nous avons prévu une action le mois prochain, peut-être en mars, entre février et mars, sur le handicap psychique. Nous avons une convention avec un psychologue du travail qui reçoit nos agents et nous allons
au-delà des problématiques professionnelles. C'est-à-dire qu'un agent qui se sent mal, parce qu'il vit un divorce, parce qu'il a un enfant qui le stresse, parce qu'il a vécu un deuil, parce qu'on l'accompagne, parce qu'effectivement, on n'est pas compartimenté. Alors pendant très longtemps, on a dit qu'on laisse les soucis à la porte du bureau. Moi, je n'y crois pas. Et donc, nous avons une convention en partenariat avec un psychologue que nous proposons aux agents. Nous avons aussi un dispositif chez notre assureur qui permet d'accorder du soutien psychologique quand on a été longtemps éloigné de l'emploi, quand on va pas bien. Voilà. Merci. Mais c'est vrai que c'est un chantier qu'on va entamer, voilà, cette année, enfin d'ici 2 mois maximum. D'accord. Ce que vous venez de décrire, c'est prendre en compte les besoins des agents. Là, on fait une focale sur la santé et puis une micro-focale sur le diabète aujourd'hui. Mais ce que vous avez présenté, c'est prendre en compte les besoins des agents dans le travail. C'est ce qu'on appelle l'inclusion. L'inclusion, en fait, elle va prendre en compte les besoins des personnes pour que ce qu'on a à faire avec les personnes puisse se faire, qu'on soit un service public vis-à-vis des usagers ou que l'on soit un employeur vis-à-vis de ses agents. Ben justement, Madame Montbrun, c'est depuis novembre qu'on est ville inclusive. Depuis novembre que nous sommes ville inclusive. Oui, avec le... Voilà, il y a tout un logo, il y a un logo des villes inclusives qui a été créé, il me semble, pour... voilà, donc nous avons ce logo ville inclusive que l'on peut utiliser. Et je ne sais pas si c'est vraiment un label, une caractéristique. Alors c'était en fait c'est un trophée qui reconnaissait bien l'engagement de la ville du Robert par rapport à sa politique handicap, en particulier sur le volet du maintien. Et donc du coup nous avons tenu, donc je dis nous parce que la GFIP qui est représentée par son délégué ici présent, Dominique Alanet, et le FIPHFP accompagné du MEDEF, nous avons eu l'idée cette année justement de mettre en lumière les employeurs exemplaires par rapport à bien leur action au niveau de leurs agents en situation de handicap. Donc oui, celui qui a été réalisé par Jean-Michel Loutobi. Donc il a été remis aussi aux candidats puisqu'ils avaient accepté de s'inscrire au niveau de ce concours et donc pour mettre en lumière leur action forte au niveau du handicap. Alors il y avait plusieurs thématiques. Donc j'ai parlé du maintien, mais il y avait aussi l'apprentissage. Il y avait plusieurs thématiques, le recrutement, et puis il y avait une quatrième rubrique. Ah oui, les entreprises adaptées, voilà, merci Dominique. Les entreprises adaptées, et donc du coup, c'est important pour nous, au cours de la semaine, justement, de démontrer qu'il y a aujourd'hui en Martinique des employeurs qui font l'effort. Alors, je vous écoutais attentivement, c'est vrai qu'on est dans un modèle, je dirais, extraordinaire. Alors, peut-être qu'il y a des employeurs qui auront moins peut-être des ressources ou une organisation telle que celle-là, mais quand bien même ils considéreraient qu'ils n'ont pas cette ressource, mais justement le FIPHFP est là pour accompagner ces autres employeurs qui ne rentrent pas dans cette dynamique, qui n'ont pas les ressources et les moyens ou l'organisation en tant que telle. Et nous, on vient justement apporter cette ressource au travers de différents outils qui existent. Vous avez créé des choses, mais l'employeur qui se dit « Ah non, moi, je n'ai pas le temps ou bien je n'ai pas les moyens, je n'ai pas envie » ou peu importe la raison, bien, le FIPHFP met à sa disposition des outils, des vidéos, des supports qui sont déjà créés, qu'il suffit d'adapter pour pouvoir après derrière sensibiliser. Parce que vous avez parlé de cette écoute bienveillante, mais c'est le point de départ en fait. C'est le point de départ. S'il n'y a pas l'écoute, s'il n'y a pas l'attention, eh bien, on passe à côté de quelque chose et du coup, après, l'employeur va avoir à vivre des arrêts répétitifs qui pourraient être évités
si en amont il y avait eu toute cette organisation. Et je dirais aussi, s'il y avait aussi cette action d'information, de sensibilisation. Parce que parfois, eh bien, il y a des pathologies, 80% des situations de handicap invisible, donc des pathologies qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas leurs conséquences, on ne connaît pas leur déroulement, comment ça se manifeste. Et donc, on va dire, mais oui, il est toujours fatigué, c'est parce que, bon, il ne veut pas travailler. Alors que non, peut-être qu'il a juste une pathologie qui lui amène cette fatigabilité et qu'en aménageant son environnement, eh bien, il va être moins fatigué et il va redevenir performant. Alors, juste avant de passer à la deuxième table ronde, m'excuserez, j'ai un réflexe de gestionnaire, souvent. On vient de voir qu'humainement, c'est intéressant. Au niveau de l'organisation dans les équipes, c'est intéressant. Mais est-ce que vous avez quelques... Il y a un indicateur qui est l'absentéisme. Est-ce que, depuis que vous avez déployé cette politique handicap, est-ce que votre indicateur sur l'absentéisme traduit une amélioration de la situation? Ouais, je pense qu'il faut il faut réfléchir un petit peu avec la même logique, je ne sais pas, en matière d'accident de travail par exemple. On dit souvent que la prévention coûte cher, mais l'accident ou la maladie coûte plus cher de toute façon. Donc ce qu'on peut investir en amont pour les agents coûte de toute façon moins cher que le coût de l'absentéisme. Donc vaut mieux investir, alors je parle de la diététicienne, en fait ça m'a fait un petit peu écho, parce qu'on fait le lien avec la santé. Nous avons prévu dans notre plan de formation intra un séminaire sur l'alimentation, et nous avons mis l'accent sur manger les produits locaux pour les diabétiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu aussi au plan de formation. Donc en fait, tous les champs RH sont en lien pour le bien-être, la formation, la santé, le handicap. Et je pense que c'est plus rentable pour la collectivité parce qu'on a des agents qui sont présents. Donc quand ils sont là, on n'a pas besoin de payer des remplaçants. Et donc du coup, moins d'absentéisme. Donc pour moi, c'est plus rentable. C'est plus rentable. Et puis, comme le disait Madame Pierre-Nicolas, quand on est bien à son poste de travail, ben, on y vient. On vient au travail. On y vient, on est plus détendu et forcément plus productif. Et vous avez raison, il n'y a pas que l'absentéisme, il y a également la qualité du travail rendu aux usagers. Préparez déjà vos questions, je vais bientôt vous demander si vous avez Par rapport à cette notion de prévention, je voudrais juste apporter une information, puisque la loi de transformation de la fonction publique prévoit aussi cet axe de prévention. Et à ce titre, en Martinique, nous avons commencé à travailler. Alors je dis nous parce qu'il y a la GFIP, il y a le FIP, il y a la DETS, le Cap Emploi, le Pôle Emploi, la CGSS et puis les services de santé au travail. Donc nous avons commencé à travailler avec eux pour mettre en place justement tout un process par rapport à cette action de prévention. Et les médecins de prévention, les médecins de travail, ils sont les premières personnes qui peuvent aussi amener l'alerte par rapport à cette notion d'absentéisme parce que bien ils reçoivent les agents, donc ils ont cette connaissance. Ce que l'employeur ne peut pas toujours faire parce qu'il n'est pas censé savoir pour quelles raisons son collaborateur est en arrêt. Et donc quand il y a des arrêts répétitifs, eh bien il est important de justement de sensibiliser les médecins, de leur expliquer eh bien nos fonds, nos modalités d'intervention, ce qui existe, de façon à ce qu'après derrière ils puissent interpeller le collaborateur et ne pas le laisser dans ce schéma d'arrêt répétitif. Donc, et il y a aussi une autre réflexion qui est menée, et là, c'est plus à notre niveau, c'est au niveau de... c'est l'IGAS qui a réalisé une analyse et une étude, justement, pour une réflexion, alors qui n'est pas encore aboutie, mais sur un fonds de prévention du risque d'usure professionnelle. Et l'usure professionnelle ne passe pas seulement par le fait d'avoir un geste répétitif, hein. L'usure professionnelle, elle passe parce qu'on vieillit et que bien le corps s'abîme et qu'il passe altère parfois.
Donc il y a des choses qui sont en cours et qui vont permettre de généraliser, parce que c'est vrai que la ville de Robert, elle est exemplaire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a eu ce prix. Mais les autres employeurs, eh bien, peut-être qu'ils n'ont pas forcément encore cette politique handicap, et donc il faut leur apporter ces moyens pour pouvoir le faire. Et vous disiez tout à l'heure, vous avez aussi parlé de la formation, l'importance de la formation, effectivement, c'est fondamental. Et le référent handicap, eh bien, il a des missions. Donc, il a des devoirs, mais il a aussi la possibilité d'avoir certains droits et le droit à la formation. Et bien, Marine Neuville l'a dit, hein, le FIPHFP intervient au niveau de la formation, donc au travers de l'outil Handipact. Mais je sais qu'il y a eu, il y a de ça quelques années, un itinéraire de formation qui avait été accompagné par le centre de gestion et le CNFPT. Et il y a il y a un projet en cours qui n'est pas encore complètement déterminé en termes de développement, mais qui va permettre justement aux autres référents handicap de bénéficier de cet accompagnement et de cette formation. Et ça, c'est vraiment c'est très important, parce que le handicap, on ne le connaît pas. On ne connaît pas toutes les typologies de handicap, on ne sait pas comment accompagner l'agent, parfois on croit bien faire et puis en fait on ne fait pas comme il faut. Puis il y a une chose aussi que je ne sais plus, je crois que c'est Nadia Javoué qui a dit, ou madame, je ne me rappelle plus, mais de préparer le retour. Et la préparation du retour passe aussi à la prise en compte de l'individu pendant l'arrêt de travail. Parce qu'on a tendance à un peu, la personne elle est arrêtée pendant quelques mois, et il n'y a plus rien qui se passe. Elle est, je dirais, presque oubliée. Et le fait de garder le contact, pas forcément pour savoir ce qu'il a, mais juste pour lui faire savoir que, on sait qu'il est souffrant, mais il fait toujours partie du collectif de travail. Ça contribue à son mieux-être et à favoriser un meilleur retour. On va prendre le temps pour une question, parce que c'est vrai qu'on a une question. Monsieur Lannet, délégué donc régional de la GFIP, je remercie à Nadine de m'avoir invité. Moi, j'ai plusieurs questions. Je vais essayer d'être bref, parce que Nadine, je sais que je suis très bavard, donc je vais essayer d'être bref. Première question que je vais poser, c'est à Madame Avrila, référent handicap. Donc d'abord, à temps plein, je suis là, voilà, vous me coupez le souffle, à temps plein, et qui ne fait que ça, merveilleux. Est-ce que ce référent, justement, handicap, dans sa fonction et dans son évolution, commence maintenant à s'intéresser à d'autres différences? Hommes, femmes, immigrés, homosexualité, seniors. Une des questions que je vous pose. Deuxième question au référent handicap. Est-ce qu'il travaille avec les partenaires sociaux? Parce que ça aussi, c'est un sujet qui devrait leur appartenir et qui devrait être échangé. Ça, c'est deux questions pour vous. Et j'ai une question pour Madame Cabrisseau. Vous avez donc réussi l'inclusion au niveau de vos agents. Vous avez été récompensé il n'y a pas très longtemps, au mois de novembre. Est-ce que tout ce travail d'inclusion que vous avez fait auprès de vos agents, maintenant, peut déborder, voire même s'accélérer pour vos administrés? Alors évidemment, je suis intéressé, en tant qu'entreprise privée, je suis intéressé, mais je me demande que voilà, tout ce travail que vous avez fait, qui est un exemple et qui peut être exploité en termes de publicité, est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez avec Monsieur le maire sur votre commune? Alors, je tiens à préciser que je suis référent handicap par choix, parce que j'étais avant conseillère en prévention. Et dans mon parcours, j'ai pu observer justement qu'il y avait un public, le public malade, qui exprimait leurs difficultés, leurs maux. Et puis, il n'y avait rien qui se passait. Et donc, lors de mon entretien professionnel, j'ai émis le souhait en 2011, même avant, en 2016, j'avais déjà exprimé ce souhait de pouvoir vraiment m'occuper singulièrement des agents cassés par le travail, des agents... et donc, la passerelle s'est faite naturellement, je dirais,
parce que de toutes les façons, quand on est dans le curatif, la frontière est mince entre la prévention et des personnes qui ont déjà qui présentent déjà des pathologies, des maladies professionnelles ou encore des accidents qui débouchent sur des pathologies. Et dans ma mission en elle-même, en tout cas pour répondre à la question du fait d'élargir un petit peu mon champ d'intervention, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de la collectivité, nous avons aussi un conseiller en insertion avec qui je travaille en étroite collaboration qui a pour mission également de mener un chantier sur les violences sexistes, c'est ça, faites aux femmes, voilà. Et donc, je laisse la place à chacun. Je ne fais pas de différence, puisque dès lors qu'un agent me sollicite, j'analyse la situation et après j'oriente, et pour rester aussi dans mon champ de compétences qui est déjà suffisamment important et qui demande vraiment une attention particulière aux situations individuelles, tout simplement. Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous restez sur référent handicap et vous n'allez pas sur l'inclusion de publics tels que, on pourrait imaginer un public LGBT, un public étranger, un public... C'est mon collègue. Et donc vous travaillez... Okay, oui. Donc c'est le collègue qui s'en occupe. Et mon collègue qui en a la charge. Et pour les partenaires sociaux, alors, comment le référent handicap travaille avec les partenaires sociaux? Alors, ça s'impose à moi, hein, parce que les partenaires sociaux m'interpellent, des fois directement. Et après, je fais le relais de l'information auprès de Madame Cabrissot. Et bon, des fois, c'est pas toujours l'intervention. Des fois, c'est pas musclé, mais enfin, bon, ils ont le sentiment qu'on fait rien. Et le plus souvent, je leur dis que cette information-là, on l'avait déjà, mais que l'agent ne nous en a pas fait, ne s'est pas rapproché de nous, tout simplement. Mais c'est une communication qui se fait vraiment de façon informelle. Hein. Régulière. Régulière aussi, oui. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Alors, comment élargir Alors, je vais un petit peu compléter sur le champ LGBT. C'est vrai que Mme Avrila n'est pas forcément très impliquée dessus, puisque son collègue, qui est mon collaborateur au sein de la direction des ressources humaines, est référent violences sexistes et sexuelles au travail, et avec le champ, enfin, qui travaille sur le champ des discriminations. Donc en fait, c'est toujours au sein de la direction des ressources humaines, mais pas la référente handicap. Voilà, mais c'est le même service. Et là aussi, nous avons mis en place une procédure pour la prise en compte de toute la thématique, en fait, tout ce qui est discriminant. Donc, oui, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement, enfin, nous avons tout ce champ-là qui est balayé par le collègue. Et de toute façon, si c'est une personne en situation de handicap qui est concernée, le lien est vite fait parce qu'on est à l'intérieur du même service. Voilà. Voilà. Sur la partie qui me concerne, rappelez-moi. C'était de voir si vous étiez aujourd'hui un employeur. On parlait des administrés. Voilà. Est-ce que vous avez une réflexion pour que cette qualité inclusive puisse un peu faire tache d'huile dans Oui, effectivement. Nous sommes aussi intéressés par la prise en compte des administrés. Sur le champ du numérique, par exemple, nous déployons des actions dans les écoles. Au niveau de nos bâtiments ERP, il y a des aménagements qui sont faits chaque fois qu'il y a de la rénovation de bâtiments, avec des accès, avec des toilettes accueillant les personnes à mobilité qui sont rénovées, qui sont construites. Donc j'ai envie de dire, chaque rénovation prévoit ce champ-là. C'est vrai que nous avons des bâtiments qui ont un certain âge, mais en tout cas, les projets de rénovation en tiennent compte. Nos infrastructures aussi, sur le territoire, infrastructures sportives en tiennent compte. La piste d'athlétisme en tient compte. Les halls des sports en tiennent compte.
les accès, le parking, la matérialisation des places. Donc ça, c'est à l'attention des administrés et nous déployons, j'ai envie de dire, sur le territoire, j'ai envie de dire, nous participons avec nos moyens à rendre notre région, notre île plus inclusive. Alors, il reste encore à faire, hein, forcément. Hein. Le champ est immense. Je ne pense pas que ça concerne encore 100% de nos infrastructures. Actuellement, nous avons une médiathèque qui est très, très bien avancée, qu'il faudra venir voir dans quelques mois, hein, parce que je pense qu'il n'y en aura pas d'autres sur la Martinique, qui sera très inclusive et qui recevra les personnes en situation de handicap dans d'excellentes conditions. Nous avons, je ne sais pas, au sein de la bibliothèque, des ouvrages dédiés aux personnes qui ont des problèmes de déficience visuelle. Donc voilà, une série d'actions comme ça, bon, je ne les ai pas toutes à l'esprit, que nous développons pour faciliter la vie des personnes qui, on va dire, ont moins de chance. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup pour vos témoignages. C'était passionnant.